fait, comme toutes les équipes, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde à bosser sur le sujet, hein, bien sûr, et comme toutes les équipes, je pense qu'on avance tous un peu sur des œufs, voilà, par exemple. Et donc voilà, on essaye d'améliorer le produit en permanence, et notamment tous ces enseignements qu'on a tirés grâce à Eric notamment, et toutes les équipes qui ont bossé autour de lui, avec Quentin, Bastien et tout ça, ça nous donne la possibilité d'améliorer petit à petit le matériel. Et là, on est d'ailleurs encore, voilà, récemment, là, cet après-midi, on a encore bossé en traction avec la machine pour tester des nouveaux produits qu'on arrive petit à petit à améliorer. Et le but, c'est quand même d'améliorer notamment les résistances encore à cette interface, hein, entre la vis, l'os et le tendon qui est synthétique, parce qu'on peut encore faire mieux. Et en fait, là, on vient de voir cet après-midi qu'on peut faire même beaucoup mieux. Voilà. Donc, les challenges que Novetech, notamment, et tout le monde, en fait, hein, ont à résoudre, c'est bien sûr au niveau de la technique, un problème d'isométrie. Bien sûr, il faut conserver une amplitude articulaire, comme vous le savez. Et puis, on doit avoir, comme par exemple pour la TPLO, une technique qui est très reproductive, très codifiée, avec des étapes que tout le monde peut suivre de manière facile. Le problème aussi, que Eric a résolu avec toute l'équipe, c'était de savoir quel schéma de fixation on pouvait utiliser, quel nombre de vis et quelle était la position des tunnels à avoir. Les implants, bien sûr, on demande la meilleure résistance possible, la meilleure résistance à l'abrasion, pas de rupture d'implant. Bastien nous a confirmé sur toutes les études qu'on a là que on n'a jamais eu de rupture d'implant, que des glissements et des petites abrasions sur le tendon. Donc le tendon en lui-même, encore une fois, n'est pas le problème. La preuve, c'est que le 8000, parce que vous avez le Nova League 8000, 4000 et maintenant le 2000, depuis le temps que je me demandais, on l'a enfin, et donc on a 8000 newtons en réalité de résistance aussi. 8000, ça veut dire 8000 newtons. Donc on est largement au-dessus de ce que fait un ligament naturel et natif. Donc lui, c'est pas le problème en fait, l'implant. Le problème, c'est toujours cette interface, et donc pour ça, il faut avoir un os de qualité suffisante. L'interface doit être suffisante, bien sûr, atraumatique pour la prothèse, pour pas que ça l'abîme, et puis que ce soit stable dans le temps. Hein. Alors bien sûr, comme Eric l'a très justement souligné, on attend aussi une certaine aide de la nature, et c'est pour ça que la fibrose, la cicatrisation qui va arriver dans le tunnel et la recolonisation qu'on espère par la suite, parce qu'on a d'autres projets éventuels sur la question pour pouvoir faire recoloniser tout ça, ça va avoir un rôle très important, notamment à 6-8 semaines post-opératoire, quand on va vouloir libérer le chien et qu'il retrouve sa liberté. Le diamètre, le petit diamètre de l'implant, Eric l'a souligné aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Aujourd'hui, on a un ligament, un implant que Novetech a amené qui est vraiment d'une résistance fabuleuse, avec des tout petits diamètres. Donc maintenant, on arrive à passer de plus en plus petit. Et en plus, ils ont corrigé encore récemment un autre problème qu'on avait pour le passage de la prothèse. Donc maintenant, on a vraiment quelque chose qui peut passer dans du tout petit diamètre. Ça va nous amener notamment une versatilité d'utilisation, notamment pour les différents gabarits de chiens. Vous savez qu'on passe du petit chihuahua de quelques kilos à l'énorme chien de 80 kilos parfois. Et donc, il faut essayer de répondre à tous les modèles. Alors, peut-être qu'effectivement, dans un premier temps, le chihuahua n'est peut-être pas notre priorité absolue, mais c'est vrai qu'on va pouvoir améliorer ce panel. Et puis d'autre part aussi, les indications, c'est-à-dire que réduire aussi la taille de l'implant, mais pas seulement de l'implant, du coup aussi du tunnel et de la vis qu'on va mettre dans cet implant, ça va nous permettre d'éviter de potentielles fractures de l'os, parce qu'il faut quand même aussi y réfléchir. La position du tunnel dans certaines indications, notamment que je vais vous montrer, nécessitait un minimum de réfléchir pour ne pas arriver à une fracture osseuse. L'ancillaire, il n'est pas tout à fait à jour, mais il y en a certains qui vont arriver très bientôt. On a une boîte bien sûr autoclavable, des vis d'interférence. La boîte a changé, vous la verrez à côté, dans la petite salle où on prendra le pot de départ tout à l'heure. Mais donc voilà, il y a une nouvelle boîte, différentes vis pour les différents ligaments qu'on va pouvoir utiliser.
Un tournevis à encliquetage, Eric a souligné ça, mais c'est extrêmement important. Si vous travaillez en faisant votre vissage, en faisant des va-et-vient et en ne gardant pas votre axe, vous allez avoir une énorme problématique. C'est que la vis ne va pas avoir l'interférence maximale que l'on souhaite, notamment sur toute l'épaisseur de la corticale, puisque là on se base sur un appui monocortical la plupart du temps. On travaille aussi maintenant sur du bicortical le plus souvent. En réalité, on est en train de changer notre fusil d'épaule pour maximaliser, encore une fois, tout ça. Donc le tournevis à encliquetage, est essentiel parce qu'il va vraiment vous permettre de travailler dans le même axe. Donc vous connaissez tous la position qu'il faut avoir pour essayer de garder notre axe, hein, avec un coude bien dans l'axe et donc bien verrouillé. Et puis surtout, ce tournevis va vous permettre de garder l'axe sans avoir à faire des grands va-et-vient. Le tournevis étant cannulé, et donc on va pouvoir d'ailleurs mettre une petite broche qui nous permettra de viser la sortie du transcortex, hein, puisque c'est des forages bicorticales qu'on fait pour faire sortir la prothèse de l'autre côté. On va vous montrer la technique de toute façon en détail, mais le but effectivement c'est de viser le transcortex, car si on est bicortical, et sachant que c'est ce qu'on vise aujourd'hui, eh bien il ne faut pas buter contre la corticale, parce que si vous butez contre le transcortex et que vous forcez, vous allez avoir une fracture transcorticale. Hein, sur l'ancien implant qu'on utilisait avec le LARS, sur toute la série de cas, il y a eu des fractures transcortex quand même. Donc ça arrive, c'est pas qu'une légende. Donc pour faciliter les choses, et notamment reproduire plus facilement les tunnels osseux, Novetech a choisi donc en collaboration avec tout le monde, de faire un viseur qui soit à la fois utilisable pour les visées fémorales, avec un changement possible de cet embout qui nous permettra aussi de le changer et de l'utiliser en visée tibiale différemment, et puis pour d'autres applications qu'on a amenées par la suite. Principalement, on a des mèches aujourd'hui cannulées qui vont se monter soit sur des broches de 2 mm, hein, qui ont été insérées dans le guide, et sur lequel on va s'insérer et faire le forage, soit à 3 mm, soit à 3,6. Donc pour le 3 mm, on va utiliser une broche plus petite, de 1 mm. C'est pour les plus petits gabarits, bien sûr. Pour ça, après, on a un passe-fil dédié, on va sortir un petit tuyau dans l'articulation, et on va récupérer la prothèse ici pour la faire passer dans le tunnel. Voilà, donc les principes de la ligamento, vous les connaissez tous, Eric les a déjà un petit peu abordés tout à l'heure. Bien sûr, on veut augmenter ou reconstruire les tendons ou les ligaments. Ce qu'on veut, c'est une restauration de la stabilité. Vous savez qu'avec la TPO, on ne restaure pas tout, par exemple, notamment, Eric aussi en a parlé, le pivot shift. Hein, donc le pivot shift, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre, et ça non plus, c'est pas une légende. Et donc, c'est vrai que, à la fois, on va récupérer une partie de ces problèmes de stabilité. Au niveau de la conservation de l'amplitude articulaire, il y a un énorme problème qu'il faut aussi vérifier, hein, c'est l'isométrie. Donc là, la qualité d'implantation et la perfection finalement d'entrée, du point d'entrée au niveau du tibia mais aussi du fémur vont être capitales. Préserver l'arthrose secondaire, bon, ça c'est le but, je crois, de toutes les techniques biomécaniques ou de stabilisation qui vont de toute façon essayer de lutter contre ce phénomène inflammatoire lié à ce problème. Donc, la rupture de ligament croisé, c'est le premier thème que l'on va aborder, hein, puisque c'est aussi ce qui a été abordé juste avant. C'est la pathologie la plus fréquente en orthopédie, vous le savez, c'est surtout de la dégénérescence, c'est pas vraiment comme en humaine. On a en humaine surtout des traumas par ski, par foot, par rugby. Ici, vous savez qu'il y a déjà un potentiel de dégénérescence chez le chien qui fait qu'on a des ruptures, et souvent on a des ruptures bilatérales assez rapidement. L'anatomie, alors je la rappelle très rapidement, mais vous la connaissez. Hein, on a une petite insertion du ligament croisé crânial sur le condyle latéral, et notamment assez en arrière. Donc vous allez le voir ici aussi.
hein, on a une implantation qui vient très très en arrière, et notamment vous aviez sur la technique de over the top cette particularité qu'on passait au-dessus du condyle, hein, pour implanter le ligament, et finalement ça pontait une implantation qui était extrêmement haute en arrière, donc caudalement sur le fémur. Hein, on oublie, je pense, des fois trop souvent que quand on dissèque vraiment une pièce anatomique, on s'aperçoit que oui, il y a un tendon qui vient et qui est accessible peut-être depuis l'intra-articulaire, mais il y a aussi une insertion caudale qui encharpe en fait l'arrière et qui vient beaucoup plus haut. Et donc ça, c'est vrai que c'est dommage de ne pas en tenir compte, et vous allez voir que ça va déterminer aussi le point d'entrée tout à l'heure des forages fémoraux notamment. Là, ben, vous voyez la petite artère qui passe derrière, qui nous embête de temps en temps lors des TPLO. Là, c'est vrai qu'avec la technique intracapsulaire, on va s'affranchir de ce problème. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. Vous le savez, on travaille sur les 3 axes. Un ligament croisé, c'est pas seulement, comme Eric le disait, effectivement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le problème de tiroir, mais il y a aussi des problèmes dans toutes les directions, donc, et notamment en rotation. Le point d'isométrie est essentiel à la chirurgie en humaine, hein, et donc elle est extrêmement importante, notamment quand on est en intra-articulaire. Le ligament croisé n'est pas en tension chez l'humain, alors qu'elle est toujours, elle n'est pas toujours en tension, alors qu'elle est toujours en tension lors de la marche chez le chien. Hein, il faut le savoir, donc il y a environ 72% du poids du corps qui sont éventuellement dessus, avec parfois jusqu'à 250 newtons rien qu'à la marche. Ensuite, ben, il y a plusieurs faisceaux, hein, il y a 2 faisceaux sur le ligament croisé, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut enregistrer, et notamment à nouveau pour l'implantation du fémur, ça va être très très important. La nécessité du traitement chirurgical nous paraît un peu à tous évidente, quoique il y a des chiens qui finalement de temps en temps s'en sortent sans chirurgie, mais on veut stabiliser le grasset bien sûr, on veut limiter l'arthrose et la formation de lésions méniscales, parfois qu'on observe en post-chirurgical malheureusement, aussi, malgré traitement sous arthroscopie, etc. Et puis, on veut restaurer une fonction articulaire subnormale. Donc, quel est l'idéal? Eric l'a déjà approché, il y a 2 approches, notamment la stabilisation active avec des changements biomécaniques. Aujourd'hui, on considère que c'est un peu le gold standard, et puis bien sûr, il y a des stabilisations passives intra-articulaires qui sont en devenir. Voilà. Alors, pourquoi proposer une reconstruction finalement intracapsulaire, alors que comme Eric le disait, ben, pendant des années ça ne marchait pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, les matériaux ont beaucoup évolué, et on se dit que maintenant on a les capacités probablement d'arriver à ce résultat. C'est le gold standard en humaine, et surtout, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est les possibilités arthroscopiques derrière. Donc on bosse là-dessus aussi, le but c'est d'arriver bien sûr à poser ce ligament sous arthroscopie, sinon ça n'a pas de sens. L'avantage du ligament synthétique, c'est en fait du prêt-à-porter et prêt-à-insérer. Donc on prend le ligament, une fois que tous les forages sont faits, on essaye de ne pas bégayer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut déjà que le travail soit fait en amont avant d'ouvrir le ligament. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il se contamine. On sait que dès qu'on est à l'air libre, on a des petits risques de contamination et éventuellement d'infection. N'oubliez pas que c'est quand même une prothèse qui est tressée, et donc avec les risques qui s'en suivent, on n'est pas sur du nylon par exemple avec Securos qui est un peu plus inerte, on va dire quand même. On a une stabilité immédiate qui va être renforcée par la fibrose, comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la machine à café qui glisse. Non, c'est un petit café. Quelqu'un voulait dire donc, on va avoir une diminution de la progression de l'arthrose, comme toute chirurgie de stabilisation, et on aimerait espérer en tout cas qu'on aura peut-être moins de lésions méniscales à faire une stabilisation qui va vraiment reproduire le ligament croisé
en empêchant toutes les déformations du genou. Les désavantages, eh bien, on en a parlé, le point faible finalement de tout ce montage, c'est toujours, on en revient à la même chose, cette face d'interférence, hein, cette vis d'interférence qu'il faut absolument maximaliser, et donc on arrive avec probablement de nouvelles solutions encore très très rapidement. La qualité osseuse, Eric en a parlé, l'épiphyse, c'est quelque chose de très très friable, très peu résistant finalement, donc il faut faire très attention à ça. La variabilité individuelle, bien sûr. On a des problèmes d'infection potentiels, comme toutes ces prothèses. Une ovalisation du tunnel, des pertes d'adhérence, des glissements de la prothèse principalement, comme Bastien le disait tout à l'heure. On a aussi toujours ce problème de résorption osseuse, même dans le temps, et même peut-être une fois la stabilité obtenue. Ça, il n'y a que l'avenir, bien sûr, qui nous le dira. Le temps chirurgical, pour le moment, bien sûr, est largement supérieur à la TPLO, vous allez le voir, mais bien sûr, on a une learning curve, comme vous le savez, et on arrivera bientôt à faire beaucoup mieux. Alors, ce qu'on a essayé de faire un peu avec Novetech aussi, c'est de faire une étude des points critiques de toute la technique chirurgicale, en se disant, voilà, là on fait ça, d'accord, mais pourquoi? Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'on est bon? Donc on va juger la qualité du tunnel fémoral, du tunnel tibial, les ligaments, ça finalement on n'en parle pas, puisqu'on est déjà à des résistances qui sont fabuleuses. L'insertion de la vis, on évite les risques de fracture, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et l'interférence os-vis-ligament, le schéma d'implantation qui a été donné par Eric tout à l'heure, et donc il y a un schéma en Z, finalement, avec 2 vis en haut, 2 vis en bas. Donc c'était l'étude d'arrachement. Alors le tunnel fémoral, ici on a fait une évaluation à la fois donc scanner sur cadavre, à la fois sur pièce anatomique et puis sur scanner. Donc, je ne sais pas si on voit très très bien ici les images, mais on a essayé de calculer finalement où se situait le point d'entrée au niveau du fémur, et on a obtenu une moyenne à peu près de 65%, donc en fait légèrement au-delà de ça. Pourquoi? Encore une fois, parce que la facette d'implantation se trouve vraiment ici, mais il faut vraiment tenir compte aussi du fait que le ligament repique en fait en arrière. Il y a une variation individuelle relativement faible là-dessus. Donc cela aussi nous a posé vraiment beaucoup de questions, parce que si on se met à 57% par exemple, ou à 50%, on est tout à fait capable de l'implanter en outside in, donc depuis l'extérieur du grasset vers l'intérieur. Le problème, c'est que dès qu'on veut être aussi caudal que ça commence à être un brin compliqué, et notamment ça va être aussi très compliqué d'aller implanter la vis derrière. Hein. Et aussi, lorsque vous allez avoir une visée, si vous voulez obtenir une visée comme cela, c'est possible, hein, on l'a fait sur l'étude précédente à l'école vétérinaire de Lyon, mais il faut quand même comprendre que vous allez avoir un problème aussi d'encombrement. Vous allez être obligé de fléchir le genou au grand maximum, et parfois on est gêné par le ménisque, par la masse méniscale et le ligament interméniscal. Donc cela nous a fait conclure que l'outside in était quand même préférable, et donc comme on le voit ici sur cette vue caudale, si on veut obtenir ce genre d'implantation, l'idéal est quand même d'aller forer de l'extérieur vers l'intérieur avec l'utilisation d'un guide. Hein, le guide qui a été créé par Novetech. Donc là, voilà, on part de l'arrière pour remonter par là. La zone d'insertion fémorale, c'est un point isométrique que l'on recommande absolument d'être parfait. Quand on l'a fait en inside out, on voyait qu'on était plutôt à 55% par exemple, mais on n'arrivait jamais à être parfaitement comme on arrive à le faire dans l'autre sens. Donc le viseur est essentiel, c'est ce que vous ai montré sur cette photo, ce qui nous a donné une très belle répétabilité du point de sortie lorsque l'on a essayé ça sur plusieurs chiens. Cela est nécessaire aussi si l'on veut s'amuser à faire de l'arthroscopie derrière. Donc on voulait absolument quelque chose de simplifié. Et le guide, on l'a utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous étiez venu chez moi. Et donc on avait pu le placer sous arthroscopie et donc faire un essai de ce type-là. Donc ça marche.
Là, on passe maintenant au tunnel tibial. Hein. Donc, le principal, bien sûr, c'est d'être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est juste en avant de la corne du ménisque médial. Et donc, on a un point d'implantation juste ici. Donc, c'est juste caudalement à la corne du ménisque, mais aussi crânialement à l'éminence intercondylomédiale. Cela nous permet donc de voir les vis ici. Bien sûr, après, vous aurez les tunnels perpendiculaires. Ceux-là sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Ce que l'on recommande, par contre, c'est d'être dans de la plaine corticale, pas trop près quand même de la crête tibiale pour éviter des fractures. Et ici, on a une corticale qui est extrêmement épaisse et de très très bonne qualité sur le tibia. Donc, l'anthèse tibiale, ben, c'est beaucoup plus simple quand même, pareil, hein, on a fait ça, tout ça sur cadavre et on a vu la répétabilité scanner et on s'aperçoit que c'est quand même malgré tout beaucoup plus répétable lors de l'utilisation du viseur. Hein. À l'entrée, l'entrée du tunnel, ben, elle est proche de l'anthèse du collatéral médial et on utilise ce viseur à nouveau pour l'arthroscopie. Donc voici la position que l'on a utilisée à ciel ouvert, hein, ici, pour pouvoir avoir un bon point de sortie, bien choisi, pas trop loin, pas trop près de la crête tibiale malgré tout, et avec la sortie ici de la petite broche qui a été visée. Alors ça, c'est un autre point critique que j'ai voulu essayer de mesurer, c'était l'insertion des vis, parce qu'on pourrait avoir des fractures osseuses, comme vous en doutez. Et donc, j'ai calculé le nombre de vis monocorticales qu'on a mis depuis le début que j'utilise le produit, et le nombre de bicorticales. Donc, on n'avait pas utilisé beaucoup en bicortical. Maintenant, on a tendance à inverser les choses, et on fait beaucoup plus de bicorticales maintenant. Et on mesure systématiquement la longueur de chaque tunnel. Le but est de choisir la meilleure longueur de vis. Donc aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de panels de longueur de vis. On est en train aussi de corriger le tir pour avoir la possibilité de s'adapter au mieux au tunnel et essayer d'être bicortical. Si la plus petite vis atteint le transcortex, il faut absolument utiliser une petite broche souple qui guide la vis. La vis est cannulée, le tournevis est cannulé. Donc en fait, ça nous permet de mettre cette petite broche souple de 1 mm qui va nous permettre de passer jusque dans le transcortex et de nous assurer, même si, attention, Eric l'a dit tout à l'heure, la broche de 1 mm est quand même effectivement très souple. Alors c'est bien, elle nous permet de passer un peu partout entre le ligament, l'os et au travers des tunnels. Mais malgré tout, elle pourrait se fourvoyer, elle pourrait même se plier légèrement et ne pas nous donner la bonne direction malgré tout si on force avec un axe qui est mauvais. Donc, ce que l'on recommande, c'est que même dans le doute, si vous pensez être monocortical, utilisez toujours la broche souple. D'abord, ça va vous permettre d'être optimal sur le point d'entrée et d'avoir la bonne direction et donc de maximaliser finalement l'interface corticale, surtout si vous êtes en monocortical. Et surtout, bien sûr, si vous allez arriver sur le transcortex, le risque de fracture sera diminué, à la fois parce que vous aurez utilisé ce guide, le tournevis en cliquetage aussi qui permet de bien garder son axe, et puis un ligament qui est plus fin depuis qu'on utilise cette nouvelle génération de ligaments que nous a apporté Novetech. Jusque-là, donc, on n'a eu aucune fracture sur les 94 vis insérées sur cadavre et sur les 65 vis sur patient. Tout en sachant que sur la version d'avant, le ligament était beaucoup plus large et on avait eu quand même une fracture sur le cis-cortex et une autre sur le transcortex parce qu'on était limite à ce niveau-là. Donc le schéma de fixation qui est le gold standard déterminé par en fait l'étude de Lyon, c'est ce schéma en Z avec une vis dans chaque tunnel pour éviter le bending effect et puis ces vis transversales qui vont reprendre la tension par la suite et qui, on le voit très bien sur les graphiques de Bastien, qui finissent par avoir un vrai effet rétentif. Et notamment, le fait d'être perpendiculaire, il y a quelques études qui en parlent, on a quand même une augmentation de la stabilité, de la résistance à l'arrachement des ligaments. Hein. Pour éviter que justement on ait ce défaut
de reprise finalement entre les deux vis. Ce qu'il faut, c'est au moment où vous avez mis votre vis ici, reprendre là avec, alors moi pour l'instant on utilise une pince cochère pour l'on tournicote et on tend très très fortement quand même le ligament pour ensuite resserrer la vis. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un ligament qui va être mou ici, et donc lorsque on fait les études avec Bastien ou Quentin, on s'aperçoit que le ligament, tac, à un moment se retend parce qu'il a été repris par la vis transversale. D'autre part, bien sûr, quand vous avez mis par exemple la vis fémorale et que vous allez mettre celle-ci, de même, il va falloir tendre énormément. Les évolutions qui sont attendues, bien sûr, pour la suite, ce sera d'avoir un tensiomètre qui va nous permettre de donner une tension et ensuite de jouer avec le genou un certain nombre de fois, de faire des allers-retours, de faire finalement une pré-contrainte, de mettre le ligament en tension au maximum, parce qu'on a vu avec les études que ça se détend mine de rien, et ensuite d'ajuster le tir et de mettre la tension qu'il faut et de mettre la vis d'interférence au bon moment. La seconde vis. La seconde vis, la vis d'interférence. J'ai dit quoi? Voilà. Sachant qu'on commence toujours par la vis fémorale. Voilà, on commence pour l'instant en tout cas par la vis fémorale. Donc ça, oui, c'était juste une petite vue pour vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble le montage. En 3D, alors ça donne ça. Le petit forage ici qui sort juste en arrière, et puis la sortie au niveau du tibia qui vient vraiment sur le cortex ici. Alors ensuite, j'ai fait une petite étude préclinique, qui n'est qu'une étude préclinique, je dis bien, incluant une dizaine de chiens de 15 à 85 kg, avec un consentement éclairé des propriétaires. Souvent même, c'était parfois des propriétaires qui sont venus vers nous en disant « je ne veux pas de TPLO, parce que je trouve ça barbare ». On avait beau leur expliquer que c'était très bien, voilà. Donc ça a été parfois les propriétaires qui étaient moteurs de temps en temps. Et puis, si par contre il y avait un échec, on faisait une TPLO à prix coûtant. Hein, et donc, vous allez voir qu'on a été obligé de le faire sur une chirurgie. Et on a 6 mois de recul minimum pour l'inclusion des critères. Au niveau des résultats, le temps chirurgical était à peu près de 67 minutes, incluant l'arthrotomie. Donc bon, ça, c'est peut-être pas très malin, on aurait dû sortir l'arthrotomie de l'évaluation, mais n'empêche qu'en même temps, ça fait partie de l'acte chirurgical et puis de la visualisation interne de toute façon. En comparaison, on était plutôt à 43 minutes sur une TPLO, donc c'est vrai qu'il y a un gros gap entre les deux pour le moment, mais on va le corriger, c'est certain, il suffit d'en faire beaucoup et on sera tous capables de le faire beaucoup plus vite. Pas de fracture pour les traits de refend, on en avait eu quand même 2 sur des stifs.